Apéro débrief Game 5. Game 5, remporté par le Thunder. Excusez-moi pour le spoil. Oh, t'as spoil. Oh, Alex, j'en ai marre. Mais on va quand même débriefer ça. On va quand même en reparler parce que encore un match vraiment cool. Ah, quelle finale NBA. Ça joue bien. De qualité 2025 en effet. Nous étions à Oklahoma City. Public chaud comme la braise. Ouais, dans la nuit de lundi à mardi. Tout à fait. Pour nous français. Il y a quelques jours, semble-t-il une éternité, les Pacers menaient 2-1 dans la série. Oh là là, la pression est sur le Thunder. Que vont-ils donner sur un match 4 en déplacement? Ils doivent égaliser. Ils égalisent. On a fait une vidéo, évidemment, un débrief de ce Game 4 remporté par le Thunder dans un quatrième quart-temps de folie. Ouais. On avait mis en avant certains points. On savait qu'on allait retourner dans la fournaise d'OKC du Paycom Center. Bien sûr, de toute façon, les deux équipes, c'est des fournaises à domicile. Hein. Le public des Pacers, il rigole pas non plus. C'est très très méchant. On va le voir au Game 6. Absolument. Mais effectivement, ouais, fournaise. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le public qui était chaud comme la braise. Il y avait du beau monde. Il y a aussi le Thunder. Il y avait aussi le Thunder, exactement, magnifique transition. Donc, spoiler pour ceux qui ne l'ont pas évidemment. C'est le Thunder qui mène 3-2 dans la série, plus qu'une victoire et OKC sera champion NBA. Cette phrase est réelle, 120-109. On va revenir en détail sur cette victoire justement d'Oklahoma City devant son public. Alex, avant ça, comme d'hab, on remet un petit peu le contexte. On était à 2-2. Il y avait de la frustration côté Pacers Nation, notamment sur la gestion de la deuxième mi-temps contre OKC au Game 4. Ce quatrième quart-temps vraiment loupé. Ouais. On se demandait qui allait se pointer, dans quel état. Certains facteurs X qui avaient été mis en avant, notamment très de parler de Cason Wallace qui a rentré ses tirs. On avait parlé, toi en premier, sur la dernière vidéo. Lui et Aaron Wiggins, sur ce match-là, gros bonus. Tout à fait. Gros bonus pour le Thunder. Mais donc, entre deux, on a nos 5 majeurs, Hartenstein comme au Game 4 qui a été remis dans le starting line-up. Et on a vraiment un match qui, on va en parler en détail, mais qui, sur la courbe, est quand même géré par le Thunder avec une petite frayeur du début à la fin, avec un excellent démarrage. Regardez les courbes, c'était différent lors des matchs précédents. C'est géré, t'as raison. Opening, on est là, il y a un petit 7-5 là, 9-8 pour Indiana, et après... toute ça la courbe bleue, c'est le Thunder. 10. Je crois que ça monte de 10. Je crois qu'il y a 10 à la fin du premier quart. Non, tout à fait, il y a 32-22. Ouais. Et effectivement, c'est même plus qu'une petite frayeur, c'est même une grosse frayeur. Mais on va en parler tout à l'heure, puisque ces Pacers, même dans la difficulté, même quand leur supposé franchise player fait pas du tout son match. Alors, il était bon, Siakam. Il était blessé et tout. Siakam a été très bon. Siakam a été énorme. Ah voilà, alors Siakam a été très bon. Oui, voilà, mais vous avez bien compris de qui je parle. Je parle de Tyrese Haliburton qui, bon, avait clairement une petite blessure à la jambe. En plus, il se fait mal en tombant au début du match et tout. Il a galéré, il se déplaçait pas comme d'habitude, indéniable. Mais factuellement, par contre, en termes de ce qu'il a pu peser sur le match, c'est très très compliqué. Et malgré ça, et malgré un gros Thunder bien déterminé, les Pacers vont jamais lâcher, ils vont jamais cesser d'y croire, ils vont même faire un recollé très impressionnant. 95-93. Mais on va en parler après, peut-être on va faire plutôt la chronologie du match qui démarre par une pression infernale du Thunder. Je disais à Bastien, là, j'ai noté les 5, c'est le premier truc que j'ai noté sur mon carnet, parce que j'étais devant en direct. Premier truc que j'ai noté 5 pertes de balles, il reste 6-30 dans le premier quart. Pression de malade, en 5 minutes 30, ils leur ont déjà fait perdre 5 ballons, rythme infernal, pression assez haute, porteur de balle qui a du mal à respirer, vraiment. OKC est grave dans son match. Difficile pour Indiana d'installer confortablement la moindre attaque. Et en plus, ça rentre plutôt bien au tir. Côté OKC, ça va. Bah en fait, ça va, oui, tout à fait. Il y a des premiers garçons qui vont rentrer leur shoot. Tu creuses l'écart. Bien sûr, je crois que Cason Wallace met son premier 3 points des finales. On se dit genre, oh, le réveil du garçon. Dans le premier quart, en fin de premier quart, il en met 2. C'est ses 2 premiers 3 points des finales. Et donc c'est vrai que Cason Wallace qui se réveille, évidemment, on va parler après d'Aaron Wiggins. Moi, je t'avoue que sur le premier quart, il y a un autre truc qui m'a frappé. En plus des turnovers, j'ai trouvé les Pacers au global plus fatigués, moins intenses,
moins physique. Et il y a un aspect, moi, qui m'a choqué. Que dans le premier quart, alors. Dès le début du match, tout à fait. C'est les rebonds offensifs. OKC a eu un nombre de secondes chance. Hartenstein n'a quasiment jamais aussi bien vécu dans ses finales que dans le premier quart. Il y a une drop pass, il finit au Tomar. Il y a des rebonds offensifs pour les copains. Ils ont eu combien de rebonds offensifs? Alors, j'ai pas les stats sur le premier quart-temps, mais OKC sur le match, ils ont 19 rebonds offensifs. Et dès le premier quart, je trouvais, il y avait du Chet Holmgren qui a pu avoir du rebond offensif, du Isaiah Hartenstein avec des cuts backdoor après Jalen Williams. Moi, j'avoue que pression défensive de fou, comme tu le dis bien, turnover des Pacers, plus derrière quand le Thunder, au cas où ne rentre pas ses tirs, t'as les secondes chances. Bon, c'est la recette pour être mené de 10. Hein. C'est la recette pour être mené de 10. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. T'es mené de 10. Le rythme du match ne te convient pas du tout. Tu te prends des points en transition, tu prends des points sur tes pertes de balles, t'installes aucun jeu. Heureusement, t'arrives un petit peu à scorer pour être K10, hein, parce que tu sais que... Parce que heureusement, les Pacers sont quand même une équipe qui, bon an, mal an, même face à une énorme défense comme celle du Thunder, arrive toujours à scorer un peu, arrive toujours à trouver un mec qui va rentrer un tir ou deux, qui font du bien... qui vont aller chercher des lancers, enfin tu vois, genre ce genre de choses qui font que tu peux tenir un minimum dans le match et que tu n'es que à moins 10 au lieu d'être à 15 ou à 18 tout de suite, tu sais, dans le premier quart. Ce qui va se ressentir mon après, fil Twitter. Là. Je t'en prie, ce qui va se ressentir tout de suite après. Dans le second quart, là on va en reparler. Le 18, on l'atteint. Allez, plus 15, plus 16 là. Le barrage finit par péter. L'entrée en jeu de Mathurin fait du bien dans le premier quart. Même si sur l'ensemble du match, ne vous faites pas avoir par la box score. Non. Ça a raté ses tirs. Mathurin n'a pas été efficace du tout. Il a raté pas mal de tirs, même des trucs un peu qui m'aident d'habitude. En revanche, il va à l'arceau, Pépère. Il va à l'arceau. Il provoque. Alors après, il a fait que 2 sur 4 au lancer, donc c'est vraiment dommage. C'est pas ça, au lancer. Il vient se battre au rebond. Et il met des vrais efforts dans le repli défensif. En gros, Mathurin, d'ailleurs notamment, c'est lui qui met le contre énorme sur la planche. Là. Sur Alex Caruso, énorme chase down. C'est un chase down de fou furieux. Bien sûr. De fou furieux, c'est dans le premier quart ça. C'est un chase down de fou furieux. Vraiment, allez voir cette action. Elle ne sera pas forcément dans tous les résumés parce qu'il n'y a pas vraiment de panier dans cette action. Il y a une contre-attaque, il y a Caruso qui croit qu'il y est. En fait, Mathurin, il arrive comme un bolide. La course de repli de Mathurin est très impressionnante. Course d'équipe en game 5 Gros contre la planche. Il la tape tellement fort que c'est un de ses coéquipiers qui récupère la balle à la ligne de 3 points, plus ou moins. Tout à fait, bien sûr. Et s'ensuit une semi-transition des Pacers avec un shoot raté. Et qui c'est qui gratte le rebond offensif? Bénédicte Mathurin. Et en plus, il a 2 lancers dans la foulée. Son entrée, même s'il n'est pas efficace, elle fait du bien. Tout à fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que les box scores. Tu as raison à chaque fois de le préciser. On a des gars sur le terrain, tu sens que l'énergie qu'ils apportent, elle est très bonne. Pareil, je veux dire, il y a quelques minutes défensives de Kenrich Williams, tu regardes la feuille, tu te dis bravo, merci d'avoir participé, elles sont bonnes aussi. Non, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Et donc c'est vrai que le premier quart, tu as 10, second quart, on va voir si le banc d'Indiana peut faire la différence. Un garçon dont on va reparler après, TJ McConnell, c'est pas le plus dominant évidemment sur son quart-temps. Ce sera après, évidemment, qui va être énorme. Mais moi, ce qui me frappe, meilleur pacer du match. On peut le dire avec Siakam quand même qui a été aussi sur la régularité quand même. J'abuse. C'est Siakam le meilleur pacer du match. Autant pour moi. Non, je dis la merde. C'est le meilleur match de ses finales. Clairement. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est juste que l'impact de McConnell dans le troisième quart, c'est genre à voir là, c'était fou. Complètement fou. Mais c'est vrai que c'était genre, tu dis mais attends. Mais s'il faisait 1m96 en fait, ça serait un All-Star. Il pourrait. En tout cas, en termes d'impact, il est absolument énorme. On va reparler après de McConnell. Vision, propreté, bon bref, vas-y. Bien sûr. Sur le second quart, tu es à 10 et on flirte avec le breaking point. C'est-à-dire que on a Jalen Williams qui continue son énorme match, qui va être le joueur du match. Jalen Williams, on va pas se mentir, avec 40 points et qui fait un second quart, en tout cas une première mi-temps où impact, lay-up main droite, lay-up main gauche, contre-attaque, Tomar, la totale. Match 5 des finales, le mec c'est que sa 3e saison NBA, il nous pond une masterclass pareille. Ça, ce match-là, les questions elles sont répondues. Honnêtement, c'est un immense match de finale NBA. C'est un match de superstar. C'est un match il y a 3 mois, on se posait la question qui a la pression et est-ce que Jalen Williams peut être le bras droit d'une superstar pour être titré? Oui. Oui.
il peut même te gagner un match 5. Tout à fait. Enfin, il l'a pas gagné tout seul, attention. Sachant que le Game 4 et le Game 3 étaient exceptionnels de sa part à Indiana. Et puis les finales de conf, ça a été aussi, si j'ai bonne mémoire. C'était bien. Le premier tour, non, il faut des premier tour, il y a un petit Game 7 sérieux, non en demi-de-conf, pardon. Demi-conf, tout à fait. Non, mais J-Dub, on va en parler. Mais c'est vrai que sur le second quart, Alex, tu le dis là, Aaron Wiggins entre en jeu, on met les 3 points. C'est la soie aussi de la réussite à 3 points du Thunder. On avait beaucoup parlé, et toi le premier, sur le match précédent, du fait qu'ils étaient sur un petit volume à 3 points et qu'ils en avaient mis très peu. Là, on est sur un match où ça rentre pour OKC. 14 sur 32. Ah oui. Et tu as le duo Wiggins et Wallace et Wiggins, vous appelez ça comme vous voulez. Ils ont mis 25 points sur le match, dont un 7 sur 11 à 3 points. Ah ouais. Donc sur leurs 25 points, il y a 21 points à 3 points. Quand les deux, là, le duo est à 7 sur 11, en plus, du coup, quand ils sont en confiance, entre Wallace qui se déplace extrêmement bien sans ballon en attaque et bien sneaky et tout, et Wiggins qui, dès qu'il commence à prendre feu, l'autre, en gros, en transition, il poule à pas 3 points et il peut les faire tomber. J'ai souvenir d'un spécifiquement où Turner hésite un peu sur son repli défensif, il vient conteste, mais un peu tard. Wiggins est chaud, c'est une ficelle dans ta gueule. Absolument. Et donc il y en a même un J-Dub aussi qui le met sur transition, Lugensdort qui percute, ça ressort à 45 sur Jalen Williams qui met un gros 3 points. Oui, mais c'est un kick-out, alors que celui de Wiggins, c'est genre Shea qui lui fait une passe, le mec avance, le défenseur recule, le mec il plante les appuis, quoi. Terminé. Et les Pacers restent en vie, à peu près en vie, ils sont entre guillemets qu'à 14 à la mi-temps. Par rapport au ressenti, honnêtement, il y a même un moment où il y avait 8. Il y a un moment où il y avait 8-9. Là, on disait putain, s'il n'y a que 8-9 à la mi-temps. Et ils restent en vie parce qu'ils arrivent à avoir, un peu comme dans le troisième quart, ils réussissent à avoir, au-delà de certains joueurs comme Siakam, où on va reparler de McConnell, qui arrive à individuellement faire des différences, les bons choix, la bonne passe, le bon scoring et tout. Ils arrivent à faire quelques bonnes actions, quelques bons mouvements de balle qui donnent un 3 points ouvert. Et Nesmith, il le met dedans. Ou tu vois ce que je veux dire, ça, c'est fébrile, hein, mais c'était rare. Moi, j'ai trouvé ça trop rare de la part d'Indiana. Parce que offensivement, pèse pas du tout aussi. Alors, tout à fait. Ça joue de ouf quand même. Alors, à Liberton, évidemment, ça joue de fou parce qu'il n'a pas l'impact qu'il faut. J'ai trouvé aussi dans ce match qu'il y avait des joueurs des Pacers qui sortaient un petit peu de leur zone, c'est-à-dire de ce qu'ils sont censés faire, et qui voulaient un petit peu sauver la donne solo. Et ce n'est pas avec ça que les Pacers en sont arrivés là cette saison. Lorsque Andrew Nembhard veut tenter des isolations un petit peu, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un joueur d'isolation, Andrew Nembhard. Il est capable parce que techniquement il est très fort. Il nous a montré, il a envoyé un step back au Game 1 de fou sur SGA. Mais attention, il y a eu plusieurs moments dans cette première mi-temps où je regardais et je me disais: ah, Miles Turner, si tu veux essayer de driver Eurostep Chet Holmgren, on n'est pas dans le playbook numéro 1 de Rick Carlisle. Puis Andrew Nembhard, mon gars, c'est pas ça qu'on demande. Obi Toppin, c'est pareil, frère. Il y a des pertes de balles qui foutent le seum. C'est-à-dire que, par exemple, ok, il y a 14, entre guillemets, les fans du Thunder vont te dire seulement à la mi-temps, parce qu'ils ont un ressenti de comme les Pacers au Game 4, qui domine de ouf. Ressenti à 20 Indiana. Exactement. Mais si tu es les fans des Pacers et que tu regardes la première mi-temps, tu peux aussi avoir les boules, parce que là, je parlais du gros tir là, de Nesmith qui les ramène à -8. Ils sont là. Derrière, il y a temps mort d'Enio. Et derrière le temps mort, il y a panier OKC, perte de balle Pacers et panier en contre-attaque Jalen Williams, N1, machin et tout. Ils ont souvent fait 8-13, 8-13. Et du coup, voilà. Et c'est dommage parce que tu gâches les efforts. En fait, tu es là à ce moment-là du match. T'es à un stop, un drive bien fait de rentrer à la mi-temps à 6 au lieu de 14. Mais vraiment, c'est des swings énormes. Hein. Et on va le voir notamment dans ce troisième quart et dans la seconde mi-temps de sa majesté TJ McConnell, qui va nous faire un run de fou furieux, notamment. Alors c'est à cheval sur du troisième et sur du quatrième quart. Mais je retrouve moi certains mouvements de balle d'Indiana, mettre 34 points sur le troisième quart. J'ai un souvenir d'une action formidable des Pacers, côté gauche, à Liberton pour Siakam, Siakam pour Turner. Turner la relâche à l'angle pour Nesmith qui met son 3 points. Shoot ouvert, c'est un des rares shoots ouverts d'Indiana. Et juste là-dessus, c'était un des moments rares où j'ai trouvé que le mouvement de balle des Pacers sanctionnait. Il y en a eu 2-3 comme ça dans le troisième quart. D'ailleurs, ça les a d'abord maintenus en vie
quand on avait la sensation que le Thunder pouvait passer à plus 20, ils sont jamais vraiment passés à plus 20. Il y a eu 12, là je suis en train de vérifier, 13, machin et tout. Et ça a recollé doucement tout au long du troisième quart. Ouais. Parce que McConnell, parce que Siakam, parce que tout d'un coup le Thunder cafouille un tout petit peu plus son attaque. On a changé le mouvement de balle et la percussion, tu as raison de le préciser. On est un peu plus sur une équipe qui refait moins ce qui avait marché. On retrouve les isolations notamment chez Gilgeous Alexander versus Nembhard, ce qui n'est pas idéal. Et d'ailleurs, moi je vais en reparler, il y a eu des switches qui ont été faits, géniaux de la part de Daigneault, où on a Jalen Williams défendu par Nesmith, SGA défendu par Nembhard, et il y en a un qui pose l'écran sur l'autre pour changer la match-up. Ce qui a été une des clés de la fin du Game 4 et qu'on a vu appliquer sur le Game 5. Mais tu as raison, le Thunder retourne dans des trucs offensifs, pas Jojo. Faut dire aussi que les Pacers durcissent leur défense, tout le monde y met ses efforts. Je suis d'accord pour qu'on critique le Nembhard, ce qu'il a proposé offensivement. Mais il faut reconnaître que le type aussi, voilà ce qu'il donne en défense. Et il doit se taper Shai. Et Shai a été gêné. Après, Shai il fait quand même son match. On parle beaucoup de Jalen Williams, mais putain, le match de Shai aussi. Incroyable. Ouais, incroyable. Surtout qu'en plus, il y a une présence défensive de Shai Gilgeous-Alexander. Alors, tu as la présence défensive, il y a 4 points d'interception, exactement, il va en aide. Il y a des efforts, exactement, en aide, en couper les contre-attaques, sur les lignes de passe et tout. Et puis bon, il va toujours chercher autant de lancers. Alors après, voilà, je sais, moi, là, pour le coup, j'étais devant. Je suis d'accord, il y a des calls, on peut discuter, mais dans l'ensemble, il va en chercher beaucoup. Après, il y a eu pas mal d'erreurs aussi des Pacers. Moi, je suis désolé, j'ai vu des fautes à la con aussi. Il y a de la faute à la con. Il y a des contacts évitables, il y a plein de choses comme ça. Toujours est-il que les Pacers se mettent à recoller en resserrant leur défense, en durcissant durcir leur jeu offensif. Je veux dire dans le sens où il y a un moment donné là il y a le McConnell time là. Ouais. Le fameux McConnell time, c'est aussi un moment où genre TJ McConnell, il dit OK, ça suffit les gars maintenant. On va y aller franco. Donc moi, ok, je suis le plus petit et certainement le plus chétif, entre guillemets, sur le terrain. Eh ben, je vais y aller, moi. Je vais y aller, je vais driver, je vais leur mettre des gros vents avec ma vitesse, je vais y aller en contre-attaque, je vais faire des stops et je vais laisser le mec monter, hop, je vais mettre mon petit lay-up. Si jamais il me laisse ouvert à 3 derrière les écrans ou qui drop un peu trop, eh ben je vais leur mettre des ficelles dans la bouche. Bien sûr. Je vais leur mettre des ficelles dans la bouche. Seconde chance, hein. Et là, on a assisté honnêtement un comeback, j'appelle ça c'est un vrai comeback recollé au score, parce qu'après ça va se finir à 2 points. Genre en 95-93. En début de quatrième quart, là, sur le gros 3, c'est Siakam qui marque un gros 3 points, non? C'est lui. Il y a un gros 3, mais il y a même du 95-93, même sur du McConnell qui recolle, même quand il a du N1, il finit le cul sur le sol. C'est Siakam qui remet, bien sûr. Et ça revient jusqu'à -2, mais l'impulsion, Siakam a été bon pendant tout le match. Siakam n'a rien lâché, que ce soit au shoot, au lancer, en défense, il a mis un nombre de contres, il a intercepté du ballon. Siakam a été énormissime dans ce match. Un peu trop de pertes de balles, mais c'est son meilleur match des finales pour moi. Excellent match de Pascal Siakam et le détonateur du comeback des Pacers qui, honnêtement, aurait pu beaucoup plus mal se finir pour le Thunder. Après le Thunder, on va en parler, ils ont fait ce qu'il faut sur la fin de match. Et en fait, McConnell, c'était vraiment très impressionnant de voir à quel point il a fait tout d'un coup là 3, 4, 5, tu sais, au bout de 2 possessions de suite, tu fais putain, bien joué McConnell. Il les a ramenés à moins 8, tu vois. Et en fait, McConnell, il va les ramener plus près encore. Tout à fait. Et ça vient notamment de plusieurs choses. Rick Carlisle a ajusté certaines choses, c'est-à-dire qu'on a dit bon bah on va tester Tony Bradley, quitte à essayer de sortir le lapin du chapeau, on va essayer. Ça fait partie de la gestion des fautes de Turner. Moi, je suis pas sûr que ce soit le point que je partage le plus avec Carlisle sur ce match. Non, mais je l'ai trouvé un peu trop prudent, moi. Alors, il teste. Ce que je veux dire par là, c'est que la phrase d'intro, c'est il teste parce que notamment, quand tu es un coach et que tu dois t'ajuster aussi au fait que ton meneur titulaire n'est pas dedans. Il n'est pas bien physiquement. Tyrese Haliburton est même repassé un peu par le vestiaire. Voilà, il y a un moment aussi où il faut que Carlisle voit avec McConnell et dise mon gars, on va avoir besoin de ta percussion parce que la percussion de Tyrese, on ne l'a pas. Non. Donc c'est aussi une discussion qu'il y a entre son backup et son coach, parce que McConnell, c'est pas son genre de soudainement
tenter des ISO jumper mid-range. Même si les gens qui regardent les Pacers depuis longtemps savent que... Non mais il est capable. D'ailleurs la preuve... Mais c'est un des deadly moves c'est qu'il a mis Pacers. Des sauces, genre même avec Jalen Williams sur lui, il arrive à te coller un petit fade. Mais c'est un des deadly moves. Alors que normalement ça sent le contre à plein nez cette affaire. Bah oui, et encore, un des deadly moves des Pacers, c'est TJ McConnell à mi-distance. C'est un des shoots les plus détestés par les adversaires en NBA parce que c'est un mec qui en fait... change de rythme, recule, est bien tanké, donc du coup il arrive à lâcher, c'est quasi des flotteurs à deux mains en fait. Donc je voulais juste mettre en avant le fait que quand t'es dans la sauce côté Indiana, c'est quoi les moves potentiels offensifs les plus inarrêtables? Vu que c'est une équipe qui fait plutôt bouger le ballon, c'est Siakam Toupi. Oui. Généralement, hein, c'est Siakam qui y va et à l'intensité qui va, mais derrière ce move, tu sais que vraiment, quand tu regardes les Pacers toute la saison et depuis quelques saisons, McConnell mid-range, c'est un des trucs les plus fiables de l'attaque globale. Et là où moi je voulais te lancer, c'est... Il y a en effet ce moment-là, mais le Thunder, que ce soit à la fin du troisième quart, avec encore Shea qui fout le couvercle et J-Dub aussi qui maintiennent l'écart, t'as tout le temps le sentiment que si ça revient à 2, on cligne des yeux et ça remonte à 8. Oui. Tu reviens à 7 et on monte à 13. Le Thunder, tu l'as bien dit, a eu tout le temps la réponse. Ouais, tout le temps la réponse. 2 raisons. Pendant le gros comeback, donc à cheval entre la moitié du troisième quart et la moitié du quatrième quart, on va dire. Ouais. Pendant le gros comeback des Pacers, c'est les 2 patrons qui répondent offensivement. C'est-à-dire que oui, les Pacers vont revenir, mais déjà ça leur a pris pas mal de temps. Parce que très souvent, Jalen Williams ou Shai Gilgeous-Alexander arrivaient à planter le panier qu'il fallait. Ouais. Ensuite, quand ils ont collé à -2, et juste derrière, tout de suite, bouge pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un Jalen Williams et un Cason Wallace qui te remettent à +7. C'est-à-dire que les Pacers sont revenus à -2, ça a duré une possession. Pendant une possession, on s'est dit, tiens, putain, la dinguerie. Si là, ils font un stop et que derrière, ils marquent, ils sont à égal, voire devant si c'est un 3 points. Mais ça n'a duré qu'une possession. Parce que dans cette possession-là, c'est Jalen Williams qui allait scorer. Ouais. Derrière, il y a bonne défense du Thunder et 3 points de Cason Wallace. Et en fait, tout de suite, tu es à 7. Et en fait, ça... Il y a eu, enfin, en tout cas moi devant l'écran, j'ai eu cette sensation, j'ai dit ouf, ça pique. Ouais, ça pique aussi les Pacers. C'est-à-dire que là il y a vraiment eu un côté le Thunder qui leur a dit non. Ça commence à suffire. Ouais. Et d'ailleurs il y en a un autre qui nous fait des finales au shoot complètement dingue, Lou Dort qui nous envoie 2 banderies là. Lou Dort fait un sacré match. Lou Dort encore et défensivement et à 3 points il a 58% de réussite sur la série. Alors il en prend pas énormément, mais quand même. Au rebond. Rebond Lou Dort. Tu parlais des rebonds offensifs tout à l'heure. Lou Dort, il y va, il pèse. On a évidemment J-Dub qui nous finit ce match là à 40 points, là, qui est le match référence de sa carrière en fait, parce que c'est un joueur, donc record évidemment individuel en playoff, 14 sur 25 au tir, 6 rebonds, 4 passes, de l'intensité de la défense, des lancers provoqués. C'est le match référence, il y a absolument tout dans le bagage offensif, et c'est ce qu'il fallait, c'était nécessaire. Les drives, main gauche, main droite, il passe l'épaule ou pas. Très impressionnant, les drives où il est rapide, Jalen Williams, c'est pas le sujet, mais c'est pas non plus le joueur le plus rapide, tu vois, même là sur le terrain, c'est pas le joueur le plus rapide forcément. Donc avec des défenseurs bien tankés, ou parfois ça switch, mais en fait il y a du Siakam ou du Turner, donc c'est pas non plus des mecs si faciles que ça à blow by, Siakam, c'est chaud. Même Turner, enfin tu vois, c'est des mecs pas si simples, même Toppin, c'est différent Toppin, parce que Toppin il fait des erreurs de placement. Oui. Par contre quand il est concentré, le Toppin ça reste un putain d'athlète avec des longs bras, un peu chiant à passer comme ça. Bref, en fait Jalen Williams c'est aussi une de ses forces qui a vraiment éclaté sur ce match, c'est que il y a pas mal de drives où en fait son défenseur est à sa hauteur. En fait il s'en fout. Il s'en fout avec ses bras, je sais pas comment ils font ses bras là. Ses épaules sont très larges, il est très costaud. Il est bien sur ses appuis et c'est vrai qu'il a cette espèce de technique à une main très ample là, qui est très très dur à défendre. Plus il a des moves de séparation où il se stoppe pour pull up un petit jumper bien sec, bien droit comme un i par-dessus le défenseur. Il nous a vraiment sorti la panoplie. En plus il a bien défendu proprement, du mieux qu'il a pu. Après c'est vrai que
Ils l'ont pas mal envoyé, notamment après quand il y a qu'un intérieur, c'est beaucoup lui qui s'est tapé Siakam. Et il se trouve qu'hier soir c'était compliqué. Ah bien sûr. Et en plus Siakam est quand même pour le coup assez nettement plus grand. Ouais. Tu vois, genre en longueur, quoi. Siakam, attention, on oublie. Plus, ouais. On oublie comment il est grand, Siakam, en fait. Donc bon, c'est pas un vrai 4, hein, Jalen Williams. C'est plutôt un 2-3 qui glisse en 4, quoi. Un 3-2 qui glisse en 4. Mais oui, match extraordinaire, 40 points, 14 sur 25. Une des très grandes performances de finale NBA de ces dernières années, hein, vraiment. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Pour un joueur de 3e année, ça nous mène à 3 derniers matchs exceptionnels de sa part. Des matchs de star. Hein. Lourd. Les 2 derniers plus ça. 26 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne sur ses finales. Jalen Williams. 26-6-4. Hein. Tu sais qu'en d'autres temps, tu as des gens qui ont été MVP des finales avec cette ligne. Hein. Est-ce qu'on en a parlé dans la preview il y a 10 jours du fait que Jalen Williams pouvait être un des candidats à MVP parce qu'il y aura des axes pour lui? On en a parlé. Shai, mets-nous Shai. Et Shai, évidemment. Mets-nous la même. Ah bah, mon gars, les moyennes de Shai, parce que l'autre, on le prend pour acquis, hein, mais son pire match, c'est un match à 24 points. Ouais, c'est ça, en fait. Son match raté, c'est un 24-8. 32 points, 5 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contre. C'est ce qui est fou, et faut remettre ça, faut rendre ça à Jalen Williams, c'est que le mec envoie les 2 derniers matchs tellement énormes qui va nous faire oublier les 2 gros monstres que Shai Gilgeous-Alexander a lâchés pour démarrer la série. Parce que c'est comme d'hab avec Shai. Le match 2 de Shai, bien sûr. C'est le meilleur match de ces finales pour l'instant. Ah ouais. Le match 2 là, de Shai, là, où il rate rien, il fait que des bons choix en plus. Ouais, bien sûr. Non, c'est un match de superstar. Mais c'est vrai que là, on a donc 2 jeunes qui décident de prendre les finales à leur compte. Victoire 120-109. Haliburton, en effet, on en a parlé après le match. C'est chaud, 0 sur 6 au tir, 0 sur 4 à 3 points, des ballons perdus. Il a ce souci à la jambe. Bon. Oui, c'est sûr, il a mal. Mais tout le monde a mal. Non, mais c'est sûr, il a mal et c'est sûr, ça le gêne. Après, honnêtement, après j'ai vu des commentaires à chaud. Oui, il faut plus faire jouer McConnell et tout. Attention, c'est pas si simple. Oui. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis juste, c'est pas si simple. On n'est pas à la place de Carlisle. McConnell, son vrai temps de jeu, c'est combien de minutes? Là, sur 22 minutes ou 23 minutes, c'est extraordinaire ce qu'il te fait. Non, mais c'est ce qu'il doit 22 minutes, 18 points, 8 sur 14, c'est extraordinaire. Surtout qu'en plus, il y a de l'interception, du machin. Enfin bon, bref, laisse tomber. Quelques petites passes d'ess et tout. Est-ce que McConnell, il peut jouer 28 ou 30 minutes faut pas. Doucement. C'est pas ça qui t'a mené jusque-là, tout à fait. Et ton autre option derrière, c'est Ben Sheppard qui galère. Il galère, mais faut le dire. Il faut que Haliburton se réveille sur le match prochain, qui est le match à Indiana. On va y venir. Moi, je veux juste en placer une petite pour Tony Bradley. Parce que Tony Bradley, moi, j'ai bien aimé ses séquences. Ouais, je parlais mais je veux dire, on en parlait, mais juste, faut le dire. Moi, j'ai bien aimé les séquences de Tony Bradley. Et notamment, t'en parlais tout à l'heure en relation avec McConnell, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques séquences où McConnell est avec Tony Bradley sur le terrain. Et un des gros trucs de Tony Bradley qui était bien vu par Carlisle, notamment, c'est que les écrans de Tony Bradley, il y a qui fait mieux aux Pacers? Il n'y a pas grand monde. Pas Turner, en tout cas. Parce que lui, c'est pas des écrans fuyants. Hein. Lui, il pose. Ça fait. Et du coup, pour un joueur comme McConnell qui adore être tout sneaky autour du truc, c'est intéressant pour lui de tourner autour d'un Bradley, même si évidemment Bradley est beaucoup plus limité offensivement. Séquence très bonne au rebond et tout, non? C'est pas mal. On va parler évidemment du Game 6 à venir parce que ça y est, c'est officiel. À partir de maintenant, s'il y a un match, il y a le Larry O'Brien Trophy qui est présent. Exactement, il y a champagne. Avant de faire les pronostics, ils sont partenaires évidemment de cette vidéo. Ce sont les poteaux de Decathlon, Alex, puisqu'ils sont là. Et regardez. Pas de Pacers? Non, pas de Pacers, mais par contre, en ce moment, il y a du moins 50% sur le deuxième produit. On vous met le lien évidemment dans la description. Sur le deuxième produit, pardon. C'est comme tu as entré un produit Lakers ou un produit Bulls. Non, ça c'est moins. Je me disais, il y a 50% sur les Lakers. Non, regarde, il y a moins 50% sur le deuxième produit ici. C'est Rob Pelinka qui fait la politique de prix? C'est ça. Sur le Hit aussi, on a certains produits qui sont comme ça. Toute la collection évidemment lifestyle. Ici, on a du NYX. Vous pouvez foncer. Moi, je porte le NYX orangé. Et en chaussures, il y a la collection lifestyle. Et en chaussures, il y a. Il est sympa le NYX. Il est. Ouais, là, peut-être l'image rend pas justice.
c'est une espèce d'orange un peu clair. Oui, c'est pêche. C'est pas tout, exactement. C'est pas tout à fait le orange d'Enix, c'est assez coolos. Tout à fait. Il y a toujours évidemment, il y a de la chaussure, il y a de la Spurs, il y a de la Heat, il y a de la panier. Warriors. Tout à fait. Et c'est vrai que pour les beaux jours, il y a les petits paniers chez Decathlon. Enfin bref, il y a de quoi faire. Vous pouvez vous régaler comme d'hab. Ils sont avec nous tout le long de la saison et on est content justement de pouvoir mettre en avant les beaux produits français de nos amis de Decathlon. Vous foncez dans le premier lien en commentaire. On va pouvoir justement basculer sur le Game 6. Alex, on retourne à Indiana. Pression maximale sur les Pacers. J'en profite pour rappeler évidemment aussi que Indiana, 3 matchs sous la barre des 110 points, 3 défaites. 2 matchs au-dessus des 110 points, 2 victoires. Je sais que ça paraît con comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que mettre plus de paniers, ça vous permet de... Mettez un pouce. Mais il n'empêche que... Mettez un pouce si vous pensez que quand Cason Wallace et Aaron Wiggins shoot... mais c'est même pas de comme eux, Ray Allen, je sais. Bah, ça fait mal quand même. Ça fait très mal, mais moi la question que j'allais te poser, Alex, c'est qu'est-ce qu'on va surveiller sur ce Game 6 côté Indiana et Thunder? Est-ce que tu penses que le Thunder peut finir le travail là-bas? Comment est-ce que tu abordes ce match, toi? En fait, de toute façon, là, t'es dos au mur total et t'es devant ton public. Donc déjà, éviter de se faire prendre à la gorge par l'intensité du Thunder comme ils se sont fait prendre là à l'extérieur et tout. À domicile, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ensuite, je rigolais avec Wiggins et Wallace, mais c'était juste pour illustrer le fait que là, quand même, mine de rien... Ok, ils sont sous les 110, mais ils en mettent 109, les Pacers, donc voilà. Et ils en encaissent 120, et ils en encaissent 120 dans un soir où ils sont à 44% à 3 points en face. Hein, les Thunder, ouais. En prenant pas mal. Donc c'est pour ça le Wiggins-Wallace, ça pèse assez lourd. Donc déjà, t'as évité de te faire prendre à la gorge par l'intensité du Thunder qui, à mon avis, va se dire non, tu sais quoi, on finit le travail. Le champagne, on va le boire à Indiana. Quoi? Ça ferait mal. Et puis tu sais quoi, voilà. Pourquoi? Parce que honnêtement, là, le Thunder est en droit de se dire faut qu'on arrête de déconner. On a les moyens de les prendre à la gorge. Surtout là, Haliburton, il traîne la patte. Donc on met la pression à Nembhard, il va continuer à perdre des ballons. Ouais. Et oui, Siakam peut nous faire des grands matchs, mais on va le gêner. Et vas-y, Chet Holmgren, continue ton travail de sable sur Miles Turner. On n'a pas beaucoup parlé de Chet. Parce que même si tu rates tes shoots, on n'a pas parlé trop de Chet dans ce débrief parce que... Putain, il y a de la protection d'arceau, mon ami. Protection d'arceau et bataille au rebond, c'est super. Le problème, c'est que là, il a raté beaucoup. Offensivement. C'est pour ça qu'on parle un peu moins de lui. Hein. Mais concrètement, il pèse énormément. Même Hartenstein, sur les minutes beaucoup moins grosses qu'il a eu, au rebond, notamment le rebond offensif aussi, encore un. Il est vraiment, lui et Dort, ils ont vraiment fait beaucoup de mal aux Pacers. Donc, éviter de te faire prendre à la gorge, protéger ton rebond. Protéger ton rebond. Peut-être qu'il y a des moments où Miles Turner, je sais que c'est un peu moins sa nature, mais tu sais quoi? Peut-être que comme ça, à domicile, tu dois peut-être parier un peu plus sur... Bon, c'est quoi Chet Holmgren? Je vais contester mais discret. Ouais. Et par contre, je vais être bien présent pour éviter que Lou Dort il vienne défoncer Haliburton ou je sais pas qui au rebond. Bien sûr. Je vais venir aider. Fort. En gros, c'est dans de l'intensité, c'est dans du placement, c'est dans protéger ton rebond. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, le mouvement de balle dont on a parlé notamment dans le troisième quart, Indiana doit retrouver au maximum ça. Indiana doit forcer ça. Doit faire une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes. Doit chercher à déséquilibrer la défense pour avoir des tirs ouverts. Voilà. Ouais, parce que là, ils ont recollé parce que TJ McConnell envoie un truc extrêmement incroyable. Et on souhaite que TJ McConnell puisse poser la même dans le Game 6, mais bon, c'est quand même compliqué. C'est pas évident. Bien sûr. Tu nous avais dit qu'il y a 2 Thunder sur les finales. Moi, j'avais 4 Thunder. Est-ce que, selon toi, on va avoir jeudi soir le champion NBA à Indiana, OKC 4-2? Là, je dirais oui. Ouais, je dirais oui. Là. Je dirais oui. En fait, je dirais oui. Première raison, le Thunder est la meilleure des deux équipes, à mon avis. Quand même. En tout cas, la meilleure des deux défenses. Et quand il y a Michael Jalen Williams et Michael Gilgeous-Alexander ou Scotty, tu vois, c'est compliqué. Scotty Williams et Michael Gilgeous-Alexander. Même si leur attaque parfois peut tâtonner et tout, ils ont quand même 2 superstars en fait. Franchement. Qui peuvent scorer et tout. Là, il y a du Wallace Wiggins, mais ça pourrait être Chet Holmgren, ça pourrait être.
Donc ils ont pour moi la meilleure équipe, d'autant plus que je pense pas que ça soit du mytho de la part de Haliburton. Je pense qu'il a mal. Ouais. Je sais pas ce qu'il a exactement, mais je pense qu'il a mal à la jambe, il se déplace pas pareil, surtout d'un point de vue latéral, ce qui est emmerdant pour déjà sa défense qui parfois est critiquable, mais en plus même pour son jeu d'attaque. Bah oui. Et je pense que ça, c'est quelque chose que c'est terrible face au Thunder, mais tu peux pas avoir des ball handlers qui sont pas à 100% face à cette défense de fou. Donc je sais, on va dire oui, on leur permet tout et tout, ils poussent. C'est vrai qu'il y a des fautes qui sont pas forcément toutes sifflées, machin. Ça joue très physique, mais sans un Haliburton à 100%, je pense, et je vois pas comment il va être à 100% là dans 2 jours, 3 jours. Donc je pense que ça va se finir en 6, ouais. Je pense que le Thunder est capable, dans un match qui aura peut-être une physionomie différente en fait, mais je pense que pour le coup, si ça reste serré, je pense que le Thunder est capable, même à l'extérieur, de dire non, allez, tu sais quoi, allez, cadenas là. Allez, cadenas. Et pendant 3 minutes, il n'y a pas de panier là. Il y a 3 contre-attaques, il y a un petit 3 points qui tombe dedans, et t'es à plus 12, et merci, au revoir. Ce qui serait incroyable que même cette équipe aille réussir le challenge ultime, qui est même de finir une série de finale NBA à l'extérieur, ce qui est le truc le plus... Non, mais ça arrive, hein. Le 4-2 en finale NBA, on en a vu des paquets. Ça arrive. Des équipes qui jouent pour la plupart la première fois des finales NBA, c'est un truc de malade mental. Non, mais bien sûr. C'est un truc de malade. De toute façon, le Game 5 qu'ils ont fait, là, les 40 points de Jalen Williams, même le match de Shea, même tous ces mecs comme Lou Dort ou Cason Wallace qui tout d'un coup dit allez, ce soir j'y vais. Ce soir ça rentre. C'est Game 5. Ah, mais c'est assez marrant parce que ce soir c'est bon. Ouais. Moi je pense qu'il y en aura 7. Ok. On est sur des playoffs de fou. On y va. 2 axes que je retiens. On n'a pas eu sur notamment les 6 derniers cartons trop de transition des Pacers. Non. Faut qu'ils y aillent. Ouais, mais c'est difficile, hein. En face, ça lâche pas. Ouais. Et je pense que c'est le match où à 3 points Indiana, tu sais, fait tomber les banderies et on y va. Mais on leur souhaite. On leur souhaite. Il leur faut même, je pense. Moi, je dirais qu'on en a 7 et qu'on retourne à OKC. Ok. Dites-nous, vous, évidemment, ce que vous pensez de tout ça. Ce sera dans la nuit de jeudi, si je dis pas de bêtises. Nuit de jeudi à vendredi. Jeudi à vendredi. Et s'il y a un Game 7, évidemment, ce sera, je crois, dimanche soir. Dimanche soir. C'est dimanche soir. Lundi, dimanche à lundi. Il faudra qu'on vérifie. On n'en est pas là. Tout à fait. On vous fait des bisous. Très bon Game 6 à venir. Et on fera un débrief évidemment dans la foulée. À voir, ce sera celui du futur champion. Des bisous. Et à très vite. Ciao.